Bonjour, ici Frédéric. Et Aurélie. Ce soir, on a interviewé Maître Frédéric Bérard, qui est enseignant, auteur, chroniqueur et beaucoup d'autres choses. Alors, on a parlé de plein d'affaires, mais plus particulièrement, on l'a invité parce qu'on voulait discuter de l'affaire de Mike Ward, donc toutes les questions avec la liberté d'expression artistique, la discrimination. On a parlé de capacitisme, on a parlé de l'affaire de Guy Nantel. Quoi d'autre on a parlé déjà? On a aussi parlé de l'affaire récente concernant les cigarettes sur la scène de théâtre. Donc, plein de beaux sujets qui touchent à l'art, qui touchent aux libertés publiques, qui touchent à plein de choses. Donc, si vous êtes intéressé par l'art, le droit ou les deux, je vous conseille fortement cet épisode. Bonne écoute! Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, le petit Jérémy, ça c'est drôle quand même. Oui, ben c'est ça. Ça le suit. Voyez, c'est un truc sur la liberté d'expression. Si Mike Ward a le droit de faire ce qu'il fait, vous avez certainement le droit de dire petit Jérémy. Oui, pardon, je vais me reprendre. On parle bien de Jérémy Gabriel, donc ça fait longtemps qu'il a grandi. C'est sympathique en fait, petit Jérémy. C'est un beau petit surnom, c'est vrai. Donc, ben moi, je commencerai juste rapidement pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs avec un petit rappel des faits. Donc, on va aller brièvement parce qu'on en a beaucoup lu dans les dernières semaines, mais c'est une affaire qui a commencé en 2010. Donc, comme on le sait, Mike Ward avait fait des blagues sur celui qu'on appelait justement le petit Jérémy. Et M. Gabriel était à l'époque un jeune adolescent qui était connu pour avoir chanté devant le pape Benoît, si je ne m'abuse, mais bon, peu important. Bref, en 2016, le tribunal des droits de la personne a condamné Mike Ward à verser 35 000 $ pour avoir fait cela. Et c'est le 29 octobre dernier que la Cour suprême a rendu une décision qui était très partagée, qui a finalement clos l'affaire Ward. Et selon la majorité, l'humoriste s'était moqué de Jérémy Gabriel à cause de son statut de personnalité publique et non de son handicap. Donc, il n'aurait pas été discriminé en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ça fait un bon wrap-up des faits, quand même. Ça fait un très bon wrap-up des faits, oui. Super. Fait que peut-être on pourrait commencer par discuter un peu brièvement de tout ce qui est l'aspect discrimination. Dans cette décision-là, ça a été quand même rappelé, le droit à l'égalité n'est pas prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne, donc vraiment au Québec. Peut-être juste un peu ça, si vous avez des commentaires à dire sur l'aspect discrimination, vraiment. En fait, le droit à l'égalité est prévu à la Charte québécoise, mais ce qui était différent ici, ce qui est en fait intéressant comme question, c'est est-ce qu'on peut invoquer ce même droit à l'égalité dans le cadre d'une poursuite en diffamation? Et c'est là que Jérémy Gabriel, en fait, a échoué essentiellement, parce que on sait qu'il y a plusieurs motifs qui sont prévus par le droit à l'égalité, notamment le sexe, la religion, la langue, l'handicap, l'orientation sexuelle, l'état civil, et ainsi de suite. Et c'était comment je dirais, cette espèce de coup de barre-là de la Commission des droits de la personne était assez audacieuse, hein, parce que pour la première fois, il y avait une poursuite en discrimination diffamatoire ou diffamation discriminatoire. Je suis fatigué, excusez-moi. Premier choix, je pense. Oui, c'est ça, exact, oui, logiquement, oui. Et donc, bref, je pense que la Cour, à ce niveau-ci, a voulu fermer la porte, probablement, à ce qui aurait pu devenir peut-être problématique, dans l'optique où, si tu laisses Jérémy Gabriel gagner la mise à ce niveau-ci. Et je dis pas qu'il ne le méritait pas. Je dis seulement que j'essaie de faire de la psychologie judiciaire à Saint-Saëns. Certainement que la Cour suprême, dont la grande majorité des juges ne connaissaient ni Mike Ward, ni Jérémy Gabriel, s'est dit, si j'ouvre cette porte-là, évidemment, il ne faut pas oublier que la Cour rend ce genre de décision pour l'ensemble du Canada et non pas seulement pour le Québec. Est-ce que ça ne va pas justement laisser ouvrir les valves, en quelque sorte, pour toute autre sorte de recours similaires? Rappelez-vous Canada de Lesage. Rappelez-vous, c'était Slave de Lesage? Pas Lesage, Lepage, pardon. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des recours de groupe dans cette optique-là? Puis là, peut-être que c'est pas le meilleur exemple que j'ai donné, mais je suis assez convaincu que la Cour a gardé ça à l'esprit en disant, là, c'est dommage, je dois choisir, mais si je choisis le côté de Gabriel, très, très clairement, qu'on vient d'ouvrir, et n'oublions pas que Jérémy Gabriel, je l'ai dit un petit peu, est passé par la Commission des droits de la personne, ce qui est tant mieux, elle est là pour ça en partie, mais de ce fait-là, est-ce qu'on veut encombrer peut-être les tribunaux à l'avenir avec ce type de recours-là pour l'ensemble des motifs prévus à la Charte? C'est probablement la question que s'est posée la Cour, puis elle a répondu par la négative, mais comme vous l'avez dit, de manière excessivement serrée.
C'est ça, donc il y avait peut-être un peu un aspect d'économie des ressources judiciaires derrière ça, en arrière-pensée ou même Je suis pas? convaincu. Ouais. Je suis convaincu de ça. Puis j'ai parlé au président de la Commission des droits de la personne. Là, c'est eux qui ont intenté le recours pour Gabriel. Puis même eux reconnaissent que oui, ça pourrait devenir un enjeu éventuellement. Là. Évidemment, ils sont déçus d'avoir perdu, mais ils voient très bien l'autre côté de la médaille, notamment ce qui a trait à la liberté d'expression. La commission serait devenue un peu un endroit de se faire justice gratuitement. Ben, ça deviendrait facile. On s'entend. Moi, je suis un peu mal à l'aise dans cette histoire-là, puis je change d'idée aux 10 minutes, mais le cas de Gabriel est particulier. Là. Vous avez un humoriste qui est très clairement privilégié, fait partie de l'élite des humoristes québécois, qui se paie la gueule d'un jeune en situation de handicap de manière acharnée, méchante, inutile. Il n'y a aucune vertu dans ce qu'a fait Mike Ward. Il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de message philosophique, il n'y a pas d'attaque contre l'élite de la société, il n'y a pas d'irrévérence. Il y a juste rire d'un enfant qui est en situation de handicap. Je veux dire, c'est dégueulasse quand on y pense. Par contre, si tu mets la barre... En fait, on y reviendra, j'imagine, mais comme la Cour n'a pas protégé la liberté d'expression artistique, mais là, elle était un peu coincée avec son propre postulat. C'est-à-dire que si Jérémy Gabriel a droit à ses dommages-intérêts, ben, par la suite, je me répète évidemment, mais j'ouvre la valve à quelconque recours en vertu de la charte. Et de là, le fait que la Cour a dit, ben, vous avez quand même un recours en diffamation disponible. Entre vous et moi, si Gabriel n'a pas eu gain de cause en vertu de la charte, je ne pense pas que ce sera un cas de 1457. J'en douterais. Si j'avais bien compris, la Cour suprême ici, il mettait aussi fin à une tangente que les cours inférieures commençaient à prendre. Ben aussi, parce qu'on l'a vu, hein, la Cour du Québec, le tribunal des droits de la personne, plus la Cour d'appel, ont donné gain de cause à Jérémy Gabriel. Donc, si vous êtes la Commission des droits de la personne, il y en a qui ont dit, ah ben, Gabriel n'a pas pris le bon recours. Ouais, un instant, là, il y a quand même 2 tribunaux qui ont confirmé la justesse des procédures entamées. Et vous avez raison. Moi ça, je suis convaincu. Ça, vous savez, actuellement, là, j'étais dans un truc de sermentation, là, ça, je sais pas, un mois ou 2. La juge de la Cour supérieure, la juge en chef adjointe, je pense, disait qu'il y avait 10 000 nouveaux dossiers ouverts en Cour supérieure de Montréal depuis janvier dernier pour 84 juges. Calculez-le comme vous voulez, là. Mais bon, évidemment, on n'est pas dans des cadres de Cour supérieure et autres, mais les ressources judiciaires, de façon générale, sont siphonnées. Il n'y en a plus. Il n'y a personne qui arrive. C'est pas pour rien qui souhaite la médiation à fond la caisse. Or, ben, vous voyez un peu la décision de la Cour suprême. Moi, à mon avis, elle a pris ça comme prémisse de base en disant là, on ne peut pas partir un nouveau... on peut pas partir une nouvelle tendance. On en a déjà pas mal plein nos bottes, de toute façon. Super. Puis, moi, dans le fond, j'avais une grande question par rapport aussi. J'ai l'impression que la Cour a peut-être fait preuve un peu de capacitisme, donc d'espèce de réflexion derrière qu'on se dit, ah, ben, tu sais, un handicapé en général, on va y accorder moins d'importance, mettons, moins de dignité qu'à un être humain pas handicapé. Puis là, j'ai changé les faits, mettons, un petit peu pour quelque chose que le monde, vraiment, en ce moment, ils vont vraiment aux barricades, puis c'est très, très bien. Mettons, si c'était un enfant autochtone qui allait chanter pour le pape Benoît XVI, parce que sa culture est en train de mourir, puis il veut un peu propager sa culture. Après ça, Céline Dion aussi, viens-t'en, mon jeune enfant autochtone, viens chanter. Puis ça correspond pas. C'est vrai, il avait chanté avec Céline Dion. Ben oui, oublié, c'est ça. Il a chanté l'hymne national au Centre Bell aussi pour un match du Canadien. Donc vraiment, il y avait toutes les places. Puis il me dit, moi, si Jérémy Gabriel, mettons son aspect... discriminatoire, là, son motif de discrimination, ça n'a pas été son handicap, mais c'est la vraiment... race ou c'est la ça, langue. exactement. Puis tu sais, c'est comme, on n'a pas, du point de vue occidental, là, blanc occidental, les chants de gorge autochtones, c'est donc bien pas bon. Tu sais, mettons, Mike Ward dit ça à la place, puis vraiment s'acharne sur cet enfant-là. J'ai l'impression que la Cour aurait été beaucoup moins clémente à l'égard... Ça, honnêtement, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vraiment une question qui... on est dans l'hypothèse, évidemment, Oui. mais c'est une question qui est vraiment pertinente parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a des sujets plus sensibles que d'autres? Moi, j'ai une couple d'amis en situation de handicap, dont un qui est un des leaders du mouvement, là, Laurent Morissette, pour ne pas le nommer.
Et lui serait très clairement d'accord avec vous, ça, je suis convaincu à 100%. Puis j'ai tendance à l'être aussi en partie parce qu'on a, sans nécessairement une méchanceté nécessaire, mais les personnes en situation de handicap ont toujours été reléguées au second rang. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans d'autres cas, c'est encore pire que ça. Donc, est-ce que c'est pas un peu... Ça fait pas un peu partie de la normalité des choses? Tu sais, c'est un handicap, c'est pas si pire que ça. Tu sais, les questions de sensibilité par rapport aux handicaps n'ont rien à voir actuellement avec les questions de sensibilité par rapport justement à la race ou aux cultures autochtones ou autres, où là, très clairement, il y a des mouvements épidermiques très, très, comment je dirais, très sévères. C'est bon, c'est pas bon, là, les gens ont à faire leur propre opinion là-dessus, mais oui, en fait, plus je pense, probablement que vous avez raison. Il y a une espèce de gradation de gravité. Ça, c'est vraiment une réflexion, même personnellement, parce que moi, première fois que j'ai entendu de la blague, honnêtement, je l'ai ri. Je vois comment c'est complètement horrible, c'est complètement méchant, c'est complètement dégueulasse. Mais la première fois que je l'ai entendu, je l'ai ri. Ouais. Puis je pense puis j'ai fait un travail d'introspection, là. Je me suis dit, moi, Frédéric, si j'avais entendu cette blague-là, mais que c'est pas par rapport à une personne handicapée, mais c'est par rapport à un enfant, à une personne autochtone, comment est-ce que j'aurais réagi? Puis je pense que j'aurais été le premier à dénoncer ce genre de blague-là. C'est probablement Puis je l'aurais pas ri. Puis j'aurais eu la chair de poule. C'est dans le fond de penser ça, mais c'est probablement ça. Ouais, ça va plus loin que le tribunal, là. C'est un problème sociétal parce que tu vois, moi aussi, Ouais. je pense à ça, puis je pense que j'aurais eu la même réaction en premier. On est amené à rire d'une blague comme ça. Ah, il va-tu mourir? Mais c'est horrible, qu'est-ce qu'on dit sur la personne. Si c'était dit sur quelqu'un, C'est sûr. t'as raison, d'autochtone, de noir, en ce moment, ça ne passerait pas du tout. Là. Donc, C'est toujours moins grave quand c'est des personnes en situation de handicap. Toujours moins, tu sais, quand on y pense, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Puis il y a eu des trucs, hey, attention, là, il y a eu des blagues là, sur ces gens-là là, qui étaient pas pire salés aussi, là. Tu sais, on est beaucoup plus dans le politically correctness qu'à l'époque. Ce dont Ward se revendique, c'est un humour qui va à contre-courant. Est-ce que ça confirme justement le politically correctness en quelque part? Parce que si Mike Ward avait fait cette blague-là dans les années 80-90, c'est probablement pas né, mais moi je vous dirais que c'était, sans dire que c'était monnaie courante, c'était quand même pas la mer à boire, là. Tu sais, Rock et Belles Oreilles en ont fait des pas pires merci, là. les vertes et les pommures. Clairement. Je pense pas que... Moi, je les connais quand même assez bien. On a la même agence, mais les gars ne se seraient pas acharnés sur Gabriel de cette manière-là, parce qu'ils ont quand même... Ils ont toujours une espèce d'humour social. Des fois c'est juste cave, il faut dire, là, mais est-ce qu'il aurait ri de lui en chantant devant le pape? Là, ça c'est certain. Là, ça, c'est officiel. Mais s'acharner de la manière que Ward le fait, c'est ça qui est particulier quand même un peu aussi. Là. Il y avait quasiment un message de violence. J'ai essayé de le noyer, puis il est lettre, le petit Christ, ou je sais pas quoi. Moi, c'est parce que je trouve pas ça si drôle, mais Rock et Belles Oreilles, il l'aurait tourné de manière comique. T'sais, déjà là, quand tu ris pour la peine, déjà quand même un peu moins pire, à quelque part, t'sais. Je pense. Très, très vrai. Je suis d'accord. Sinon, j'aimerais ça nous amener plus vers le thème, le sujet principal du balado, qui est la liberté d'expression artistique en droit canadien, parce que, veux pas, on est le comité des arts de la faculté. Et donc, dans l'arrêt, si j'ai bien compris, on dit que la liberté d'expression artistique aurait la même valeur que toute autre liberté d'expression, mais du même souffle, on dit qu'il faut tenir compte du contexte. Donc, ma question, c'est un peu contradictoire, non? C'est très contradictoire. Puis moi, je trouve ça dommage parce que, en tout cas, pour plusieurs raisons. Premièrement, à mon sens, la liberté d'expression artistique devrait avoir un statut particulier. Comme la liberté de presse en a un. Moi, je suis membre de la Fédération des journalistes du Québec. Si quelqu'un me parle pour une source quelconque qui donne un scoop, peu importe, cette discussion-là est protégée comme le secret professionnel protège la discussion entre un client et un avocat. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on doit s'assurer que certains puissent parler librement aux journalistes dans une société démocratique. Puis ça fait en sorte que, c'est pas... Parfois, tu peux pas divulguer la source. Puis ça amène d'autres problèmes par rapport à l'administration de la justice, souvent. Mais on a fait ce choix-là, que je pense qu'il en est un bon. Pourquoi ce serait différent pour la liberté d'expression artistique? Quelle différence? Je veux dire, je ne veux pas tout mettre au même niveau. On s'entend, il y a des variations, il y a des degrés de distinction, il y a des variations sur thème, mais au final,
quand la Cour vous dit « Ah non, non, ça vaut pas la peine », ben, pourquoi ça vaut pas la peine? Au contraire, ça vaut la peine. Et vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a une contradiction qui est, à mon sens, grossière. Ils disent « Non, non, la liberté d'expression artistique n'existe pas. » Mais ici, vous comprenez qu'il y a un contexte particulier, c'est un show d'humour. Mais c'est quoi le contexte particulier du show d'humour? Je ne sais pas de la liberté d'expression artistique. C'est un petit peu comme si elle n'a pas voulu, parce que la Cour suprême, je l'accuse, moi, d'être assez orgueilleuse. Hein? Quand on renverse son stare decisis, comme dans Carter versus Rodriguez, elle fait semblant que non, ça ne renverse pas Carter, mais clairement, c'est un renversement de Carter. Donc, ici, on n'a pas voulu renverser les arrêts antérieurs. Pourquoi? Ben, je dirais essentiellement par ego, là, parce que dans les faits, c'est ce qu'elle a fait précisément en ramenant ça au show d'humour. Ce qui veut dire que pour la suite des choses, quiconque fera justement un show d'humour plaidera ce contexte-là de la même manière que l'a fait la majorité de la Cour suprême en disant ben regardez, dans le cas de Mike Ward, dans l'arrêt Ward, la Cour a dit c'est pas compliqué, qu'une personne raisonnable sait très bien que c'est pas à prendre au premier degré, puis blablabla. Bon, ben, c'est ce que je fais, moi, c'est de l'humour, ou moi, je fais du cinéma, moi, je fais de la littérature, et ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, elle le fait sans l'admettre officiellement, puis je vois pas ce que ça donne, au final. Mais justement, là, par rapport au contexte, puis tout au fait, c'est un show d'humour, faut pas prendre ça au premier degré. Les fans de Mike Ward l'ont pris au premier degré, quand même. Ah oui. Ben, les fans de Mike, tu sais, ils n'ont pas tout inventé l'eau chaude, là, on va être honnête, là. J'adore Mike Ward à sa défense. Pardon? J'aime beaucoup Mike Ward, Ouais. je dois m'assumer. J'écoute son podcast Il peut régulièrement. être assez drôle. Et j'ai toujours un mal, mais c'est ce qu'il veut faire aussi, tu sais, C'est il ça, crée ouais. un malaise. C'est l'art de jouer sur la ligne, c'est vraiment ça. Puis c'est ça, je pense, que j'aime de l'humour noir, c'est que je pense qu'il faut rire de tout, mais il y a une limite. Mais pas avec n'importe qui, Pas disait avec Pierre n'importe qui. Desproges. Et ouais, c'est ça. Et ça, je pense que tout le monde s'entend pour dire que la blague était de mauvais goût. Il n'y a pas une once de bon goût là-dedans. Mais par contre, c'est allé encore plus loin. C'est vrai que les fans l'ont pris au premier degré. C'est sorti de sa place publique. Je me souviens pas des exemples exacts que tu avais sortis. Ben, Sachant que ça va être inutilement drôle. Non, mais tu sais, même à l'école, là, les camarades de classe de Jérémy Gabriel ressortaient des phrases mot pour mot que Mike Ward disait dans son spectacle. Puis Mike Ward, juste avant ce spectacle-là, là, il avait fait une campagne contre l'intimidation avec le gouvernement du Québec, ou je sais pas trop. Là. Fait que là, Quoi? Oui. Mike Ward fait une campagne contre l'intimidation? Oui. C'est chic. Puis après ça, au franc-tireur, on l'avait Mais interviewé par rapport quoi cette à ça. affaire-là? C'est qui a pensé nommer Mike Ward pour la lutte contre l'intimidation? Ben, justement, c'est sûrement juste... J'ai pas vu la campagne, On moi, pourrait c'est nommer ça. aussi le colonel Sanders pour la lutte sur le véganisme. Ben oui, c'est ça, Joe Beef, là. C'est- Wow, Mike Ward, l'intimidation, mais c'est ridicule. Ça. Non, ben c'est ça. Puis après ça, au franc-tireur, ça a été utilisé en preuve, d'ailleurs, dans le procès, là. Ouais, il a gassé qu'il l'avait brassé. C'est ça, il l'avait brassé. Il dit, ben là, c'est une intimidation que t'as fait. Puis il dit oui. Ben, il dit pas oui, mais il dit oui. Par comme l'absence de réponse. Puis il arrive à admettre qu'il intimidait, puis que, tu sais, finalement, ça encourageait tout le monde à Finalement, c'était du premier degré pour beaucoup de personnes. C'est pas juste pour les fans finis, mais aussi. Mais faut être un peu con pour y voir du premier degré quand même. Là. Parce que personne pensait qu'il voulait le tuer. Après ça, tout l'aspect de. Ben, Chris, il aurait dû mourir, des trucs comme ça. C'est comme. C'est pas trop. Ouais, c'est ça que. Moi, c'est pour ça que ça. J'aurais dit oui de toute manière, même si le sujet avait été plate, mais ça me fait plaisir de participer à des discussions sur la liberté d'expression parce que vraiment, je suis peut-être pas, sûrement pas le meilleur pour ça parce que je change d'idée tout le temps. Je sais jamais où me positionner. Je vais vous dire quelque chose là à 17h, puis 2 heures plus tard, je vais changer. T'sais, je trouve que c'est en droit constitutionnel, les contours de la liberté d'expression sont, à mon sens, constituent le sujet le plus complexe parce qu'il y a tellement de zones grises, il y a tellement de dérapages potentiels d'un bord comme de l'autre. Parce que quand tu vis dans une société qui est trop sclérosée, ben c'est pas très très bon, ça, démocratiquement parlant. Là, tu y perds au change. De l'autre côté, de l'intimidation, pour de l'intimidation, c'est quand même un peu épais. Et j'ai comme l'impression que la Cour a dit, bon, regardez, j'aime mieux vivre avec les conséquences de jokes inutilement méchantes et épaisses, dégueulasses, que l'inverse au final. Je pense que c'est juste ça. Puis est-ce qu'il y a un peu une évolution aussi, peut-être avec... on
on est de plus en plus conscient, là, je sens, de plus en plus woke, éveillé aux inégalités un peu raciales, des trucs comme ça. Le blackface a longtemps été utilisé d'une façon artistique pour faire rire, au final. Moi, en fait, le blackface, ça remonte aux années 30, 40, 50 aux États-Unis où, lorsqu'on l'utilisait, c'était pour ridiculiser les membres de la communauté noire. Ici, on le refait après au théâtre du Rideau Vert parce que c'était trop compliqué d'engager un comédien noir. Fait qu'on se dit, tiens, brûle-toi à face, ça va aller plus vite. Avec aucune sensibilité. Hein. Puis il y en a plusieurs qui avaient pris la défense du Rideau Vert, comme mon amie Judith, avant de réaliser que OK, ouais, c'est de là que ça vient. On n'a pas ces réflexes-là au Québec. On n'a pas cette... il n'y avait pas cette mauvaise foi et cet acharnement comme on peut le voir aux États-Unis, comme on le voit encore aujourd'hui. Donc, c'est plus un peu de l'ignorance, en quelque sorte. Là, maintenant, on le sait. On devrait le savoir, en tout cas. On devrait être plus sensible. Je pense qu'on l'est aussi. Mais est-ce que ça complexifie un peu les rapports? Oui. Mais pour moi, ça, c'est une évolution qui en vaut la peine. Cela dit, tout dépend jusqu'où tu vas avec ça. Et clairement que la Cour a voulu, vous l'avez dit, vous avez employé le terme woke là, qui sort aux 10 minutes aujourd'hui, pour ne pas dire aux 10 secondes, mais clairement que c'est une réponse à ce qui est, en tout cas, qui est considéré par plusieurs comme étant une menace. Moi, je ne pense pas que ce soit une menace. Moi, je pense plus que le woke est rendu un homme de paille, c'est-à-dire le sophisme, on le crée de toutes pièces, puis là, on tape dessus. Une fois qu'on l'a construit, on peut verger dessus. Voici notre ennemi. Est-ce que le mouvement woke, ben oui, c'est tout désorganisé. On ne sait pas trop de quoi il parle. C'est tout croche. Puis des fois, bon, oui, mais à l'UQAM, hein, oui, mais l'UQAM, on s'en fout. Là. Il y en a deux qui ont dit ça. C'est pas grave. C'est pas un mouvement. Ils n'ont pas de pouvoir comme tel. Est-ce que la culture de l'annulation existe? OK, oui, un peu, mais souvent, ça s'applique à quoi? Ça s'applique à vraiment des propos vraiment dégueulasses. Puis, tu sais, regarde, Zemmour est en France, là, il n'est pas annulé encore, il est candidat présidentiel. Je veux dire, si le wokisme marchait si fort que ça, là, ce gars-là, là, ça ferait longtemps qu'il serait out. Tu sais, on va s'entendre. Ici, tu as François Legault et compagnie qui nie le racisme systémique, qui refuse le principe de Joyce, qui veut, pour ceux qui ne savent pas, qui veut faire en sorte que chaque Québécois doit au même soin de santé. Je veux dire, ce gars-là serait annulé depuis un sacré bout. Au contraire, il est à 46% des sondages. Donc, je veux dire, tu sais, relaxer aussi avec ça. C'est pas parce que trois gorlots, là, ici et là, sur Facebook, commencent à faire les clowns. Tu sais, l'Université d'Ottawa, ça serait jamais arrivé, cette histoire-là, si Jacques Frémont avait accepté, comme il était obligé de le faire, d'entendre la version de la prof lieutenant Duval. Ça serait mort dans l'œuf, ça aurait pris 1 seconde et demie. Personne n'avait jamais entendu parler de ça. Mais parce qu'il a fait le clown, bien là, c'est assez grimpant des pins. Puis là, voici ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, ça faut dire qu'il faut faire attention, mais plus je réfléchis, plus je pense que vous aviez raison, parce que si la Cour suprême avait eu à entendre une affaire de discrimination raciale, et pas clair que c'est un 5-4 comme on l'a aujourd'hui. Pas clair, pas en tout, pas un problème. Mais c'est ça, on dirait que en tout cas, parfois, il y a de la difficulté à voir qu'il y a différents groupes discriminés pour différents trucs. Je pense pas que, tu sais, historiquement, les francophones, là, c'est vrai qu'ils étaient plus pauvres, tu sais, il y avait les patrons riches, puis je pense qu'il y a personne qui nie ça, qu'au Canada, il y a une domination anglophone sur des francophones, mais on dirait que, vu qu'il s'est passé ça dans le passé, toutes les autres personnes que nous-mêmes, on a pu discriminer, là, c'est impossible. Mais ça, c'est démontré par plusieurs études. Dans le réflexe de l'opprimé qui devient oppresseur, puis là, je suis pas en train de dire que nous sommes des oppresseurs, je suis juste en train de dire que tu te réfugies derrière « Ah oui, mais là, c'est la nation, puis on se protège. » OK, non, ça, je comprends, mais au final, le Québec, blanc, francophone, est majoritaire et relativement puissant. Là, je parle en 2021, là, je parle pas en 1952. Et la plupart des porte-étendards de ce mouvement-là sont, disons-le franchement, là, je parle comme un woke moi-même, mais des blancs privilégiés qui ont la chienne de leurs petits privilèges. Tu sais, pas côté, je suis désolé, là, il a peur à ses petits privilèges, là, c'est tout. Là. Parce qu'au final, tu sais, la bisoune de M. Patate, on s'en crisse. Là. Je suis désolé, là, arrêtez de m'écœurer avec ça. Là, je veux dire, ça n'a aucune importance. C'est rendu du réchauffement climatique, il y a 220 millions de réfugiés climatiques qui sont sur le point de courir, puis là, on parle d'une patate en plastique. Puis le pronom « yel ». Puis je ne suis pas démagogue en disant ça, ça accapare le quasi-ensemble de l'espace médiatique. Pas drôle, quand je vous dis qu'on crée un homme de paille, c'est quoi si c'est pas ça? Or, c'est toujours plus facile par rapport aux autres. Tu sais, Sugar Sammy, il nous aime pas, t'es un anti-québécois, bibi. OK, mais t'étais pas monsieur liberté d'expression, toi, il y a 2 minutes. Les woke nuisaient à ta liberté d'expression. En d'autres termes, ta liberté d'expression, tant que la personne dit ce que tu veux. Quand Attaran, à Ottawa, a dit que les Québécois étaient racistes, hey, ça sont crépiés, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Non, ça a tout à voir.
Je dis pas qu'il a raison de le dire, mais je dis qu'il a le droit. C'est plate, hein? Mais oui, mais ça joue tes deux bords aussi. Donc, tu vois, c'est tout ça, moi, qui me tue, en quelque sorte, cette espèce de mauvaise foi grossière. La relation des Québécois avec les Autochtones, notamment, on l'a vu avec Joyce Echaquan, avec la question des pensionnats, on n'a rien à voir là-dedans. Tu sais, cette espèce d'angoisse nationale, collective. Ah, dès que quelqu'un parle contre nous, relax. Tu sais, c'est pas grave. Quand même que le Québec, là, je change de sujet un peu, mais quand même que le Québec a participé à ce génocide culturel, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, bien, regarde, je n'étais pas là. C'est pas de ma faute. Par contre, si aujourd'hui, tu essaies de me faire croire qu'on n'a rien à voir là-dedans, alors qu'il y a des poursuites au civil, il y a des actions collectives qui sont déposées actuellement avec de la preuve, puis tu me dis qu'on n'a rien à voir là, là, c'est un peu de ma faute parce qu'on continue d'avaliser cette espèce d'injustice. Donc, ça, c'est ça pour dire qu'il y a vraiment une espèce de, comment je dirais, de deux poids, deux mesures qui est vraiment achalant parce qu'on se réfugie derrière la mauvaise. Je veux dire, vous croyez même pas, les boys, arrêtez de niaiser, là. Ils veulent protéger l'espèce de discours national puis notre réputation. Bien, notre réputation est bien plus entachée en faisant les épais comme ça, en essayant de nous faire croire que non, on n'a rien à voir là-dedans. C'est Lionel Groulx qui l'a mené le mouvement. Il dit qu'il faut assassiner le cœur de l'Indien chez l'enfant. T'es en train de me dire que Lionel Groulx, c'était pas un Québécois, ça? T'arrêtes pas de ta fondation Lionel Groulx, ils sont tous excités. Je veux dire, en d'autres termes, ça me tue tout ça parce que c'est tellement une mauvaise foi qui est en train de s'institutionnaliser dans le discours médiatique que là, t'es rendu que t'emploies le terme woke puis t'es apparemment discrédité d'entrée de jeu. Sinon, c'est quoi un woke? Ils savent pas. Donc, ça pour dire que si la Cour suprême, grande boucle, là, mais si la Cour suprême a répondu dans ce cadre-là, je comprends, mais il y a de quoi d'un peu achalant aussi, parce que c'est un peu comme si elle donnait raison, à mon sens, à l'espèce de consécration du sophisme de l'homme de paix. Je pense. Fait que, mettons, est-ce que ça serait faux de dire que la question n'est pas réglée du tout par ce jugement-là? Qu'il va en avoir un autre, là, puis qu'on va continuer à avoir ce genre de truc-là, puis ça va continuer à susciter autant de débats, ou est-ce que c'est quand même venu... une décision serrée comme ça, puis que finalement, que le jugement majoritaire est clair, mais pas clair, se contredit, comme Aurélie a dit tantôt. C'est pas tant réglé que ça, là, cette question-là, la liberté artistique. C'est pas réglé parce que, comme Aurélie disait, pour moi, ce qui laisse la chose en suspens le plus, c'est la question de la contradiction. Tu me dis que tout est relié au contexte. Bon, ben là, OK, tout est relié au contexte. La liberté d'expression artistique. Donc, s'il n'y a pas de contexte, ça veut dire qu'on est dans un cadre autre que celui de la liberté d'expression artistique. Mais comme tu me dis qu'il n'y en a pas de liberté d'expression artistique, il y a une question de droit qui pourrait remonter éventuellement. Est-ce que la Cour suprême accepterait de réentendre une affaire semblable dans les prochaines années? J'en doute. Mais est-ce que l'affaire va être déposée dans un tribunal de première instance, en cour d'appel? Bien, je pense que oui, au final, parce que là, on ne sait pas beaucoup plus comme tel. C'est comme, je trouve, laisser un peu la porte entrouverte, en disant le contexte, mais sans définir plus clairement une liberté d'expression artistique. Ben, c'est quoi le contexte? Le contexte, il va jusqu'où? Le contexte, la liberté de presse, c'est défini, c'est établi, il y a de la jurisprudence là-dessus, ça a été établi, c'est ça. Mais là, c'est comme le contexte, qui est un terme tellement large. Donc, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus subjectif qu'un contexte. Un contexte, c'est ça. Le contexte te permet de faire... Moi, j'aurais préféré, puis on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus comme sur le reste, mais j'aurais préféré que la Cour dise oui, la liberté d'expression artistique, c'est un régime particulier qui donne une grande marge de manœuvre pour des raisons évidentes. Tu sais, là-dessus, où là, je sais pas si ça s'appelle du wokisme, à la limite, je m'en fous, mais par exemple, il y avait des discours dans les années 60, 70, les cyniques qui font des chants, qui faisaient, eux, du vrai deuxième degré. C'est comme du deuxième degré, dans le fond, peut-être qu'on finisse par s'entendre sur ça, savoir c'est quoi, là. C'est que tu dis quelque chose que tu penses pas pour dénoncer ce que tu penses pas. C'est ça que c'est. Fait que quand tu as des Peter McLeod, non, du deuxième degré, non, tu dis ce que tu penses, c'est pas du deuxième, t'es dans le premier, inquiète-toi pas, là. Stresse-nous pas, là, t'es vraiment dans le premier. Or, c'est des chants-là, avec des monologues absolument décapants sur, par exemple, le racisme, sur la misogynie, sur les inégalités employeurs-employés, le syndicalisme et tout. C'était trash, là. Et pas juste un peu, mais ça fait beaucoup plus avancer, pour le mieux, à mon avis, la société québécoise, que n'importe quoi d'autre.
Or, aujourd'hui, ce discours du deuxième degré, oubliez ça, c'est-à-dire, ça peut plus fonctionner. Puis, je parlais tout à l'heure des gars d'Rock et Belles Oreilles. Ben, mon agent, qui est le même qu'eux, disait, ben, on n'aurait jamais existé en 2021. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les producteurs ne voudraient rien savoir, les assureurs ne voudraient rien savoir, les télédiffuseurs, les radiodiffuseurs, et ainsi de suite. Est-ce que Deschamps et Rock et Belles Oreilles, c'était pas tout à fait la même affaire, mais Rock et Belles Oreilles a créé, à mon avis, un univers social avec un certain progrès à plusieurs niveaux, mais c'était trash, là. Moi, je trouvais ça très drôle. Moi, ça a toujours été mon groupe préféré. Mais le fait qu'on ne peut plus avoir ce genre de discours-là aujourd'hui, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bon? Moi, je pense que c'est une régression, au final. Puis quand il y en a, puis là, on dit encore les woke, mais parler à Dany Laferrière, oui, mais blablabla. Si tu te mets à censurer l'œuvre de Dany Laferrière en partie, parce qu'il y a des mots qui font pas ton affaire, ou Aimé Césaire, est-ce que tu fais progresser la lutte antiraciste ou tu la fais reculer? Moi, je suis convaincu que tu la fais reculer, parce que Dany Laferrière et Aimé Césaire, c'est peut-être les deux meilleurs ambassadeurs de la lutte antiraciste. Donc ça pour dire que c'est plus nuancé, c'est plus complexe, puis est-ce que la Cour répond à ces questions-là? Non. Est-ce qu'elle avait à le faire ici? Non plus, mais tu sais, auquel cas, elle aurait pu se payer un obitaire, puis on n'aurait pas été plus mal pris. Et quand elle dit, puis ça, vous l'avez dit tout à l'heure, je protège la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression ne protège le discours, bon, qui est dégueulasse, écœurant et tout, et le droit de ne pas être offensé n'existe pas au Canada. Ça, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, ça pour dire qu'il y a plusieurs nuances à apporter en rapport à la décision, mais aussi en rapport aux conséquences de cette même décision-là. Puis, est-ce que vous ne pensez pas que amener ce concept-là, justement, de liberté d'expression artistique, ça amène juste une complexité nouvelle en dire qu'est-ce que l'art? Parce que il y a de nombreuses choses qui sont de l'art. Moi, je faisais en secondaire 1 de l'improvisation dans une petite salle de secondaire devant 10 personnes. J'aurais pu dire quelque chose de complètement... Est-ce que rendu là, c'est de l'art? C'est une question qui se pose. C'est de l'art? Oui, peut-être. Bon, là, maintenant, il y a un artiste qui a décidé de mettre un urinoir, de l'exposer. Oui, mais ça existe. Ça, c'est de l'art. Ben oui, c'est... Fontaine de Hermot. Ben, voilà. Bon, elle a plus elle a les noms. J'ai pas un deck en or pour rien. Je n'ai pas un deck en or pour rien. Là, on s'entend que l'urinoir, c'est pas discriminatoire, rien, mais ça choquait à l'époque quand même. Comment est-ce que cet urinoir-là peut être de l'art? Puis à un moment, je sais pas, une prestation de rue où quelqu'un fait les blagues de Mike Ward sur un coin de rue, mais qu'il attaque personnellement le Jérémy Gabriel. Est-ce que justement, il y a un micro, mettons, puis un petit speaker, là, à côté de lui, là, puis fait juste justement insulter quelqu'un gratuitement sur le coin de la rue pour faire rire. Ça rendu ça, c'est-tu de l'art? Ben, je veux dire, Mme Gagnon est quand même plus équipée que moi pour répondre à cette question-là, mais à titre perso, ma préférence, qui n'est pas... C'est rien d'objectif, ce que je vais dire là, mais moi, je fais rentrer à peu près... Pas tout, mais ma définition de l'art est très large. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'art qui vaut pas grand-chose, clairement, on s'entend bien? Mais oui, que ce soit une pièce de théâtre, même si c'est du burlesque, que ce soit le truc d'urinoir, que ce soit l'impro, que ce soit... Puis c'est nécessaire. Je veux dire, l'art, dans n'importe quelle société qui a évolué pour la peine de manière rapide ou de manière importante ou qui partait de loin, l'art a joué un rôle absolument fondamental. Keith Richards disait, on a fait pas mal plus pour en parlant des Rolling Stones, pas mal plus que la chute du mur de Berlin que n'importe quel politicien. Puis je suis pas mal d'accord avec lui, au final. Évidemment, pas juste les Stones, mais c'est cette espèce de message-là, cette espèce d'irrévérence que j'aime bien personnellement. Si t'as pas ça, si tu vis dans une société sclérosée, là, ben, tu vis avec des curés. Puis tu sais, des curés qui mettaient des livres à l'index, puis ci, puis ci, puis ci, puis ça. C'est tellement nécessaire qu'on soit choqué parfois. Moi, quand je vois des vidéos de Guy Nantel sur Facebook, je suis pas toujours heureuse. Je suis pas toujours heureuse, mais c'est nécessaire d'avoir ces débats-là. Qu'on soit d'accord ou pas, ça a lieu d'être. Mais je suis d'accord que ça devrait être défini pour qu'on puisse établir quand on va trop loin. Moi aussi, moi c'est ça que j'aurais fait. J'aurais dit, peut-être que, là, je vais changer d'idée encore dans 10 minutes, mais peut-être que Ward est allé trop loin du fait d'un acharnement qui était
planifié, puis bon, qui a été rentable au final. Mais ce que vous dites par rapport à Guy et compagnie, c'est quand même intéressant parce que le droit de choquer, le problème, c'est qu'il y en a qui font choquer juste de façon épaisse. Mais pour le reste, comment je dirais qu'il y a une nouvelle culture maintenant de ah, ben là, il faut faire attention à ce qu'on dit, puis il faut faire ta. Puis moi, vous connaissez un peu ce que je pense au niveau du droit des minorités, où vous ne m'entendrez jamais dire un truc raciste, cette affaire-là, c'est ce genre d'affaire qui m'écoeure. Mais d'employer dans les médias ce que je fais là, en journée longue, pratiquement, des termes plus imagés, des fois plus crus, plus ci, plus ça. Dans les années 80, moi, ça serait passé comme une balle à 100 000 à l'heure, 90 aussi. Là, aujourd'hui, des fois, là, à Radio-Canada, puis je pense qu'il m'aime bien, là, ça va, mais là, il y a un auditeur qui a appelé, il était fâché, là, parce qu'il t'a dit telle affaire sur Arruda. Je dis, ben, tant mieux s'il est fâché. Ils sont juste pas habitués à Radio-Canada. Je dis, mais c'est pour ça que vous êtes venu me chercher, moi, j'ai rien demandé, hein, j'ai pas envoyé mon CV. Oui, on est à l'aise, puis ils sont fins et tout, puis ils m'appuient, mais ils sont quand même obligés de me défendre. Alors que dans les années 80, puis là, je ne l'ai pas traité de pédophile, là, je n'ai pas tapé dessus à coup de 2 par 4, là, j'ai juste dit, je ne sais plus, la danse du pogo, je ne sais pas quoi. Puis là, les années 90, c'était insignifiant de dire ça. Puis là, pour revenir à votre point, pour moi, ben, c'est parce que avoir une tribune, si tu es pour faire attention à tout ce que tu dis parce que tu ne veux pas faire de peine à personne, puis parce que c'est parce que tu n'avances rien comme idée, là. Au final, tu crées rien. Donc, tu es là pour te faire aimer ou tu es là pour te voir la face à la TV puis tu trouves ça le fun. Je veux dire, il y en a qui le font puis c'est tant mieux pour eux. Mais à quelque part, c'est une pas pire perte de temps. Donc, dans une démocratie, si tu n'as pas une liberté d'expression, là, je sors un peu du cadre artistique, mais quand même, si tu n'as pas une liberté d'expression qui est robuste et qui permet cette espèce de critique-là, moi, c'est surtout du commentaire politique que je fais. Puis, tu sais, le gauche d'Alain Barrette, je les ai battés plus souvent qu'à mon tour, puis je pense qu'ils le méritent. Mais est-ce que je pourrais le dire de manière un petit peu plus modérée, Bibi? Ben oui, mais au final, ça va changer quoi? Est-ce que le message va passer? Là, maintenant, est-ce que mon message passe? Non, c'est bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Ça me fait rire souvent de parler de Guy Nantel, parce que lui, il fait vraiment assemblant là, d'être offensant. Là. C'est le nom de son livre, non? Non, ben oui, c'est le nom de son livre, et il fait totalement assemblant. Là. Mais lui, il pense qu'il l'est. Oui. Mais lui, il est tellement... En tout cas... Ben, il Mais m'a le- bloqué sur Facebook. Il a été Non. offensé par une publication. Oui, il a fait une C'est publication. Oui, j'ai tagué Guy Nantel, puis après ça, maintenant, j'ai disparu. Je ne peux plus voir rien de ce qu'il fait. Mais Je j'ai suis pas adoré ta content. comparaison avec le hot dog, c'était magnifique. C'est quoi, ça? On va remettre en contexte peut-être les Oui, auditeurs. c'est ça. Mais moi, ça m'a beaucoup fait rire que justement, son truc de culture du viol, il est allé chercher dans le petit Robert la définition de mot culture, puis la définition de mot viol. Il a collé les deux ensemble, puis il a dit voici la définition de la culture du viol. Fait que j'ai juste fait la même chose avec le mot hot dog. Un pain puis une saucisse. Ben non, un pain puis un chien mis ensemble, ben dans le fond, c'est quelque chose qui est chaud, puis un chien qui est complètement... Puis, tu sais, ça n'a pas rapport. Puis bref, là, Guy Nantel, il a pas aimé ça. il a pas aimé ça parce qu'il m'a bloqué par la suite, là. Mais c'est fou de voir ces personnes-là, justement, Oui. qui... Mais c'est ça que je vous disais. Ils passent le temps, il ne peut plus rien dire, il ne peut plus rien dire. Oui, en autant qu'on pense comme toi. Et puis le pire, c'est que lui, il joue même cette game-là. Moi, je l'ai écrit sur Twitter l'autre fois. Je disais, on peut s'en crisser de Guy Nantel aussi. Là. Hey, L'offensant est offensé. un avocat qui C'est beau. sac, je me suis fait écœurer avec ça pendant genre 2 jours. Je m'en fous. Non, mais je disais, pourquoi on accorde de la valeur à l'opinion de ce jambon-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte? C'est vraiment ce que pense Guy Nantel de la culture du viol. Mais ça a quand même lieu d'être, je pense. C'est Non, mais que le débat ait lieu, je m'en fous. Mais le problème, c'est que je ne sais pas à quel point c'est volontaire, je ne le connais pas, ce gars-là, mais il joue le jeu à quelque part. Et là, qui c'est qui fait parler de son livre temps plein pendant 2 semaines? C'est lui. Tu sais, Lily Boisvert, c'est une de mes très grandes amies. C'est moi qui l'ai fait rentrer en partie au métro. En tout cas, rentrer sans moi, là, mais je voulais qu'on travaille ensemble parce qu'elle est vraiment super. Puis là, c'est rendu ma boss. Elle est allée, puis je comprends pourquoi elle est allée. Puis tant mieux, parce que moi, je suis un peu d'accord avec vous. J'imagine que c'est votre position là-dessus. Qu'on aille en discuter, puis on confronte, puis qu'on s'obstine, puis qu'on s'engueule et tout. Mais à quelque là, parler-lui de Guy Nantel, je veux dire, elle ne veut plus jamais aller dans un truc comme ça parce qu'elle est pognée dans ce tourbillon-là. Tu sais, il y a ça aussi. Est-ce qu'on accorde trop d'importance à des gens qui ont au final... Tu sais, Guy Nantel, ça joue à l'intellectuel. Tu sais, je veux dire, come on, là. Come on. Il essaye de nous faire croire que... Ne t'apporte quoi sa table au final, là? Qu'est-ce que ça donne? C'est ça que je vais essayer de dire. C'est que choquer avec un message, avec quelque chose, je comprends.
mais choqué en... Tu sais, dans le fond, Guy Nantel, là, c'est un réactionnaire des années 50. Là, c'est mon oncle là, qui essaye de se la jouer progressiste cool, là, mais tu sais, il apporte quoi, au final, intellectuellement parlant? Là? Une fois qu'on va vider la question de Guy Nantel, va rester quoi? Ben, au moins, il apporte de la discussion. Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même important. Mais je suis pas sûr. Ouais. Est-ce qu'on a discuté vraiment de la culture du viol depuis ce temps-là? On en a-tu discuté plus? Ben, je trouve que oui. Honnêtement, Pour c'est vrai? sorti Ah, dans c'est tous peut-être les moi qui réseaux l'ai sociaux. je pense que c'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'on dit, ah, Nantel, c'est un cas, c'est un ça, puis la gang de Martineau est allée défendre Nantel en disant, c'est des religieux, ils veulent rien discuter, ils veulent pas qu'on va bababi, bababa. Fait qu'au final, il reste quoi? Est-ce que la discussion, je pose la question, en fait, très, très, très honnêtement, est-ce que la discussion sur la culture du viol a eu lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé d'idée en rapport à ça ou c'est tombé dans un shit show épouvantable? Je pense pas qu'il y a personne qui a changé d'idée, mais je pense qu'il y en a qui sont plus braqués dans leur position. Mais aussi, c'est ça, tu regardes, je pense que c'est important d'en discuter. Bon, bien que je pense pas que personne va convaincre personne, là, mais les fans de Guy Nantel, là, un peu comme Mike Ward, ils l'ont pris au premier degré, là, cette définition-là. Là. Puis maintenant, eux, je suis certain, là, dans leur définition avec les mon oncle, ma tante, la Noël, là, c'est ça qu'ils vont sortir. Là. Ils vont sortir la définition de 2 mots du dictionnaire, puis ils vont dire à leurs neveux, nièces qui pensent que c'est des woke, là, puis ils vont leur dire, ben là, toi, le woke, là, tu penses quoi là, d'un enseignement généralisé d'une société qui encourage des agressions sexuelles sans consentement, relations sexuelles sans consentement? Comme si c'était ça qu'on faisait. Mais vous voyez, sur le tweet que j'avais fait sur Nantel, là, on peut s'en crisser de Guy Nantel aussi. Sa gang de fans sont venus à me sauter d'en face. Puis là, j'étais jaloux. Nantel, pourquoi je serais jaloux? Parce que tu fais des bons vox pop. Oui, ça doit, oui. Mais tu sais, donc, là, je repose la question. Puis, c'est vraiment, je répète, c'est une question qui est sincère. J'ai pas la réponse. Si c'est vrai qu'il y a personne qui a changé d'idée puis tout le monde s'est braqué, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose? Ça c'est un tout autre débat, puis j'ai pas de réponse en ce moment du tout, là, mais... Tu sais, au final, puis le problème, c'est ça, c'est que t'as des Joe Blow qui connaissent que dalle à que dalle, c'est ça, Brian Nantel, il joue au grand intello, tu sais, qui débarque avec son dictionnaire un peu comme le go puis le racisme systémique. Puis non, tu sais, la science, pas besoin de ça, moi je vais vous dire c'est quoi. Là, tout le monde tombe dans le panneau parce que ceux qui l'haïssent veulent le battre jusque dans la stratosphère, ceux qui l'aiment veulent le battre, ceux qui veulent le battre, bon. Fait qu'au final, si tu n'apportes rien d'intelligent parce que tu n'as rien d'intelligent à dire, est-ce que là, c'est un peu ça moi que j'essayais de dire par ça, est-ce qu'on gagne quelque chose d'un point de vue sociétal? Puis je suis d'accord pour que le débat ait lieu, je ne veux pas l'interdire, pas du tout. Tout ce que je dis, c'est qu'à mon avis, c'est une sacrée perte de temps, parce qu'à la base, ce gars-là, je veux dire, il dit n'importe quoi, il n'a aucune idée. Tu sais, c'est un peu comme aller débattre avec Richard Martineau, tu vas débattre de quoi? Au final, tu n'es même pas capable de t'entendre sur les principes de base. Il n'y a pas de discussion rationnelle. Puis vous remarquerez que Martineau ne fait jamais de débat. Là, je pars après lui, là, mais il ne fait jamais de débat, ce gars-là. Il règle ses comptes dans des chroniques, mais il ne va jamais à aucun débat, puis il invite surtout jamais personne qui ne pense pas comme lui à Cube Radio. Jamais. Puis Nantel, ben lui, il fait l'inverse. Il dit, OK, que je vais créer une machine, puis je vais me faire haïr, mais au moins, je vais faire parler de moi, puis je vais faire parler de mon livre. Mais je ne veux pas l'interdire, mais je dis juste, tu sais, on a gagné quoi avec ça? Non, ça, je comprends très bien, mais je pense que c'est quand même, ça reste différent de l'affaire Ward dans ma tête. Parce qu'on dirait qu'il y a au moins une volonté, qu'elle soit réalisée ou non, oui. de faire parler d'un sujet qui est pertinent. Alors que dans le show de Ward, on n'était pas là, on était dans la pure et simple dans le trash gratuit. Que certains ont aimé, que d'autres non, mais je pense que si on avait justement ce contexte-là, ce concept de liberté d'expression artistique devant nous, on pourrait se dire, par exemple, Guy Nantel, mauvais goût, mais OK. ça passe. Mike Ward, mauvais goût, mais non. On pourrait avoir une discussion là-dessus que là, on ne peut pas avoir. Oui, ça, je suis absolument d'accord avec vous. Puis je soulève encore, il y a toujours des obstacles quand on parle de liberté d'expression. Qui va jouer au censeur au final? Qui va dire la barre a été franchie? On s'entend que ça va être le tribunal. Mais sur quelle base? Sur des billets personnels, sur des valeurs. On l'a bien vu, hein, ils ont eu le même droit devant eux. Ils ont eu la même preuve, ils ont eu les mêmes... Ils n'ont pas eu la preuve directe, mais ils ont vu la preuve qui a été analysée par le tribunal de première instance et tout.
puis vous arrivez à 5-4. Si ça, c'est pas la meilleure preuve du monde que les billets personnels, que l'historique de l'individu, que ses fréquentations, que viennent jouer dans une décision de la Cour, mais je sais pas c'est quoi. Et si l'affaire était... Si Mike Ward revenait en Cour suprême dans 10 ans, ça pourrait être encore bien différent, dépendamment de la composition de la Cour. Ouais. Puis ça renforce un peu aussi, j'ai l'impression, l'idée de gouvernement des juges, là, de comme, Mm-hmm. tu sais, finalement, c'est pas le peuple qui décide, c'est sûr. les juges nommés par le fédéral. mais, C'est ça. mais ça, c'est sûr. Dans ce cas-ci, par contre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux laisser les gens faire un vox pop avec Guy Nantel pour savoir si Mike Ward devrait payer 35 000? Ça serait drôle, par contre. Oui, ça, c'est sûr que ça serait quand même assez drôle. Peut-être, il y a aussi une autre décision justement par rapport à la liberté artistique qui a été rendue dernièrement. Il y a 3 théâtres de la ville de Québec qui ont été mis à Ça en l'amende. passe des affaires à Québec. Ah, et à Québec, là, on pourrait juste être. Le Québec pourrait juste être considéré de la ville de Québec, là, puis il y aurait de l'information pour des siècles et des siècles en mène. Là. Donc oui, c'est ça. Il y a eu 3 théâtres qui ont été mis à l'amende en vertu de la loi concernant la lutte au tabagisme. Là. En gros, des acteurs n'ont même pas fumé la cigarette, ont juste fumé une cigarette, je sais pas, de sauge ou peu importe, là, sur scène pendant une pièce de théâtre. Puis dans le fond, ils ont été mis à l'amende parce que t'as pas le droit de fumer dans un lieu intérieur fréquenté par le public, mais c'était les acteurs sur la scène. Puis là, ça pose la question encore de liberté artistique parce que est-ce que tu as envie de faire une petite pièce un peu boboche du secondaire où tu fais semblant avec tes doigts de fumer une cigarette ou est-ce qu'un acteur devrait avoir le droit de... J'ai vraiment des images de pièces de secondaire 2. Ben c'est ça, tu sais, tu fais semblant. Tout le monde va voir le geste que tu viens de faire. Ouais, Même dans le podcast. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Avoir une liberté d'expression artistique bien assise, mais ça n'arrive pas. Puis là, là-dessus, moi, je pense qu'il y a un recul de la liberté d'expression avec son volet artistique qui n'est pas encore reconnu, puis qui ne le sera pas, si j'ai bien compris. Et ça, c'est problématique. On parle de ça. Qu'est-ce qu'on fait si... Ça va être un peu affreux, ce que je dis là, mais est-ce que des infractions criminelles, est-ce que d'imiter des infractions criminelles ou de jouer des infractions criminelles sur une scène va aussi devenir un problème? Je sais pas, moi, s'il y a un mineur dans la pièce de théâtre qui boit de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On l'a arrêté? On fait quoi avec ça? Mais je pense pas que les acteurs boivent de l'alcool pour vrai pendant les pièces de théâtre. Là. C'est peut-être juste une canette de bière. Non, mais disons que... Ouais. Mais s'ils fument même pas pour vrai, c'est quoi la différence? Ouais, mais ils fument dans le sens qu'il y avait de la fumée secondaire qui était émise. Okay. Là, je peux comprendre. C'est encore plus cave qu'on pensait. Alors, non, mais je pensais que c'était une vraie cigarette, à vrai dire. Non, c'est ça. C'était une cigarette de sauge ou quelque chose comme ça. Là, dans certaines... C'est pas... Je sais qu'il y en a qui c'était même pas des cigarettes là, de tabac. Là. C'est encore plus grave à ce moment-ci. Et ce que j'allais dire aussi, c'est regarder ce qui s'est passé avec l'écrivain Godbout qui a fait un pastiche d'Hansel et Gretel, qui s'est fait accuser. C'est pas drôle, là, c'était quoi, de pornographie juvénile? De production. Ouais. Hey, attends, là, c'est quelque chose. Puis là, lui et son éditeur poursuivent le DPCP actuellement. C'est une perte de temps, vu l'immunité du DPCP. Mais moi, je comprends l'espèce de désarroi et de l'éditeur et de cet auteur-là qui a vu son œuvre entachée, mais pour pas dire sa réputation, mais en fait, clairement, sa réputation aussi. Et là, donc, tu sais, il n'y a pas de pire censure que l'autocensure. Ça, on m'a déjà dit ça, puis je l'ai testé par moi-même, puis effectivement, c'est vrai, quand tu t'autocensures, tu rentres dans un cadre qui n'est pas le fun du tout. Puis quand ça commence à devenir un réflexe sociétal de s'autocensurer, il y a un sacré problème. Alors qu'à l'époque, ben c'était pas ça. Tu sais, je me rappelle un show de Plume la Traverse au... je commence à faire un bout, je sais pas, 22 ans, au Spectrum, à l'ancien Spectrum. C'était un show du jour de l'an. Peut-être pas 2-3 fois, mais ça, je pense que c'était le show du jour de l'an. C'était la grosse affaire. Puis je jouais avec les Parfaits Salauds, là, qui était un peu swish-wish, mais en tout cas, il l'accompagnait, puis c'était bien bon. Puis, les gens fumaient des joints de Marie, là, comme à fond la caisse dans le truc. Juste pour dire, moi, j'en fumais pas parce que j'ai jamais aimé ça, la Marie. Je n'ai pas de trip avec ça. Et les gens fumaient, c'était même plus subtil. Puis à un moment donné, Plume arrête, puis il dit là, qu'on se comprenne bien, il est strictement interdit de fumer de la drogue dans la salle. Par contre,
si vous lancez vos joints sur la scène, ceux-ci viennent des accessoires de scène et nous sommes ainsi dans toute l'égalité. Et là, ça s'était mis à carrocher des battes à gauche, à droite. C'était très drôle. Puis les gars allumaient ça sur le stage. C'est vraiment, là, c'était une espèce de gros doigt d'honneur à... Mais c'est chacun son trip dans la vie. Mais moi, ce genre d'affaire-là, même si je ne fume pas de batte, je trouve ça drôle. Puis je trouve ça nécessaire. On dirait que ça... Je sais pas, on dirait que ça fait du bien, on dirait que ça... Puis là, ça, je parle de ça, là, je pense que c'était, je sais plus, là, 98, 99, 2000, là, je me rappelle pas, là, ça fait un bout de temps. Et la société était moins sclérosée à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a une espèce de jeu d'équilibre qu'a voulu peut-être préserver la Cour suprême avec l'arrêt Ward, tu sais? Parce que quand on y pense, au final, c'est un peu là qu'elle... Peut-être qu'elle n'est pas allée de la bonne façon, comme vous l'avez dit. Mais l'esprit, c'est un peu ça, c'est peut-être faire un contrepoids à cette espèce de sclérose qui est un peu problématique. Et là, qu'on se comprenne bien, Simon parlait, ce que vous avez dit tout à l'heure, de discussion sur les questions raciales et tout. Là, je suis assez honnête pour admettre mes propres contradictions. Là, je verrais de l'autre bord, puis je deviendrais absolument allergique. Mais est-ce que ça vaut pour l'ensemble des discussions à ce niveau-là? Je pense pas. Je pense qu'on devrait faire quand même compte. Quelqu'un fume une cigarette sur un stage, là, je veux dire, il faut être rendu... Parce qu'avant de fumer une cigarette sur le stage, puis ce qu'a fait Ward, j'avais eu à choisir lequel des deux est le plus facilement avalisable. Ben oui. C'est très ça fait de mal à apprécier personne. Me semble. Ouais. Sauf la personne qui... Surtout que ça n'est pas une vraie de ce que je comprends. Non, c'est ça. À la sauce, c'est tout mignon, là. Des petites herbes. Donc, c'est pas mal ça qui allait clore la discussion par rapport à la liberté d'expression artistique. On a l'habitude de finir ça avec une petite section questions en rafale. Donc, des petites questions légères. Si on n'y pense pas, on répond rapidement. C'est ludique, là. C'est parfait. Je suis bon pour me mettre dans le trouble. C'est moi qui commencerai. Donc, enseigner le droit ou pratiquer le droit? Ma préférence? Enseigner, ouais. Clairement. Pratiquer, ça... Moi, j'aime bien pratiquer, mais j'ai le luxe, c'est mon privilège, ou les deux, là, de choisir maintenant un petit peu mes dossiers, ce que tu peux pas faire à 22 ans. Là, tu penses qu'on te donne, puis tu dis merci. Mais moi, je pratique seulement comme avocat conseil dans des domaines que je pense avoir peut-être une petite plus-value. Puis je suis uniquement dans des dossiers où je suis clairement dans ce que je pourrais appeler ma zone de confort, essentiellement, des trucs que j'aime. Puis je teste parfois les petites théories en classe avec les tribunaux. Parfois, ça marche. Souvent, ça marche pas. Mais non, enseigner, c'est quand même encore mon trip parce que ça fait longtemps que je fais ça, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient un peu redondant, mais c'est de voir l'espèce de nouvelle génération qui grimpe, puis de voir aussi les réflexes, voir où ça s'en va, voir... Parce que c'est une des générations qui va avoir maintenant les outils pour essayer de faire quelque chose qui a de l'allure avec ce vecteur-là, qui est le droit, qui est drôlement plus important qu'on pense. Donc oui, je continue à penser que l'enseignement, ça sert à quelque chose. C'est parfait. La deuxième question est à choix multiple. Oh! Attention. Donc... Ils sont durs, celles-là, habituellement. Pas trop. Ça devrait être assez simple, je pense. Droit constitutionnel, administratif, liberté publique ou interprétation des lois? Aïe. Ça, c'est demander de choisir entre 4 enfants. Ça se fait quasiment pas. Mais comme je suis obligé, je vais choisir liberté publique parce que c'est la première fois que je l'ai donné cette session-ci. On a tout juste de terminer lundi. Puis justement, ça faisait une couple d'années là, que je me demandais, pas casser un bras, mais si tu veux le prendre, il est disponible. Puis là, qu'est-ce que je fasse avec liberté publique? Je vais reparler d'arrêts que j'ai déjà vus en conditionnel 1, 2, en administratif. À un moment donné, tu as une limite à ce que tu peux faire. Les arrêts de principe, je les enseigne déjà, donc on va pas enseigner des arrêts subsidiaires. Fait que je voyais vraiment pas l'espèce d'utilité. Et j'ai eu un flash cet été, en juillet. J'étais devant mon lac au chalet, en toute quiétude, en train de lire un... Je sais plus, là, c'était quoi, en tout cas, bref. Et là, j'ai eu l'épiphanie, je vous jure. Je dis, all right. Là, j'ai appelé la fac, je dis, OK, c'est bon, je le prends. Mais je le fais, tu sais, my way of the highway. Là, on s'obstine pas là-dessus, il me laisse aller, mais je dis, là, c'est particulier, parce que j'en fais un avec du cinéma, avec la littérature, puis de la philo. Je fais pas de droit positif. Tu sais, je fais un petit rappel de droit positif, mais le reste... Et puis, on dit, OK, vas-y, ça va.
Et ça a été, franchement, entre les étudiants jugeront, là, mais à titre personnel, ça a été pour moi fascinant parce qu'il y avait tellement de lectures au programme, les Hannah Arendt, les Camus, Victor Hugo, Kafka, Kundera, bon, puis en veux-tu, en veux-là. Mais je dis, moi, je peux pas présenter tout ça. L'affaire Dreyfus, l'affaire Calas, l'affaire Socrate, bon, bref. Alors, j'ai besoin de la participation, mais je donne pas de points. Puis, si vraiment vous êtes obsédé par les points, les notes, les ci, les ça, je comprends, c'est normal, c'est la culture de la fac de droit, mais abandonner le cours, j'ai pas le goût. Ça me tente pas de gérer ça, ça me tente pas. Puis, les gens sont restés et ils se sont proposés pour présenter eux-mêmes. C'est des petites conférences de 15, 20, 25 minutes. Il y en a peut-être 20, 25 étudiants sur le lot qui ont présenté peut-être plus. C'était exceptionnel. Chacun avec son style, chacun avec sa méthode. C'est un peu comme on fait, par exemple, en maîtrise, mais comment on étudie les libertés publiques, donc, par exemple, par rapport à l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Qu'est-ce qu'il a retiré là-dessus? Café existentialiste de Sarah Bakewell, les Sartre, les de Beauvoir. Et ils m'ont amené, je dirais, clairement à un autre niveau, dans l'optique où j'avais même pas vu la plupart de ces ouvrages-là de cette manière-là. Puis là, je me suis dit, OK, peut-être qu'on tient quelque chose. Peut-être que, j'essaie de faire ça dans des autres cours, plus de droit positif, mais si le droit était davantage étudié de cette façon-là, j'ai comme l'impression que le bagage serait un petit peu plus intéressant. Donc, longue réponse pour dire expérience à refaire, liberté publique avec un léger avantage. Vous le vendez bien, en tout cas. Ça donne J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Bon commentaire, surtout sur la rencontre, justement, de... Est-ce que c'est Laurent? Laurent Morissette. C'est Laurent. Oui, ben oui, parce que j'ai eu deux invités, Laurent Morissette, dont on parlait tout à l'heure, puis Mathieu Boa, qui est un des avocats qui travaille le plus fort en matière de discrimination raciale et de brutalité policière. Donc, c'est sûr que ça a donné une image très forte. Non, c'était vraiment sympathique, là, comme quoi, disons-le. Pour moi, en tout cas. c'est la période des wrap-ups Spotify. Donc, la question, votre groupe de musique favori? Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas le droit de dire Vilain Pingouin. Non, c'est pas le droit. Non. Ben, au Québec, j'aime bien Vilain Pingouin, mais j'ai un tatouage ici, c'est un tatouage de Weezer. En fait, ouais, je le montrerai pas de toute façon, on est à radio, ça paraît pas. Mais c'est Pinkerton de Weezer, qui est leur deuxième album en 96, qui était un album qui avait été vu comme étant absolument nul à l'époque. Le Rolling Stone l'avait qualifié de deuxième pire album de 96. Et en 2000, le Rolling Stone a revu sa liste. On dit, savez quoi? On s'est vraiment planté, puis on a dit n'importe quoi. Pinkerton de Weezer, c'est le deuxième meilleur album des années 90, tout juste après Nevermind de Nirvana. Le son était absolument particulier. C'était un peu underground, c'était un peu punk sur les bancs. Puis Rivers Cuomo venait de se faire scier la jambe pour égaliser. En tout cas, bref, il était en souffrance. Il était ses painkillers dans le tapis. Il avait peinturé son appartement à Santa Monica Boulevard à Los Angeles en noir. Il était en dépression totale. Il écoutait des épisodes de Friends à journée longue en mangeant des céréales. Puis le matin, il se levait avec 2 shooters de tequila. Puis il composait une toune. Puis il retournait envoyer les jambes. Fait que c'est ça. C'est chic. C'est mon album. C'est mon album. J'ai vu Weezer avec l'ami Benoît là, qui est décédé, dont je vous parlais. Là, c'était vraiment notre band total. J'ai vu à New Jersey, Philadelphie, à Toronto, j'ai vu partout. Puis sinon, il y a les Stones, évidemment. Ouais. Parfait. Chronique ou livre? Est-ce que j'aime mieux écrire ou lire? Écrire. Une chronique, c'est le fun, parce que ça, pour moi, c'est une thérapie. C'est sorti. Le livre, ce qui est bien, c'est que c'est comme un album de photos, en fait. Le dernier, c'est drôle, parce que c'est Rudy Caillotte, des Vilains Pingouins, justement, qui a signé ma préface. Puis Rudy, c'est un gars intelligent, là, puis je l'avais pas vu comme ça. Il disait, c'est l'album de photos de Bérard, sur l'actualité de la dernière année. Photo 1, 2, 3, bang, 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 bang. Donc, oui, un bouquin, c'est sûr qu'il y a une certaine pérennité. Tu fais une entrevue radio ou télé ou je sais pas quoi, ça a un impact. Même ton TVA, c'est quand même 400 000 personnes, donc ça a un impact, mais c'est un impact pendant 15 minutes. Après ça, c'est fini. Si les gens t'en parlent encore, c'est parce que t'as vraiment dit quelque chose de grave, puis t'es dans le trouble. Donc, alors qu'un bouquin, ça reste, c'est dans une bibliothèque. Donc ça, c'est le volet plus sympathique. Ceci dit, je me suis pas relu, j'ai aucune idée de ce que j'ai écrit, puis ça me fait peur un peu. J'essaie de pas trop de penser à ça, c'est correct. Mais ouais, je pense que le livre, pour l'aspect plus pérennial, même, puis ça vaut pour les disques de musique aussi, hein. Ça demeure, on parlait des Vilains Pingouins, il y a quelque chose qui reste, alors qu'un show d'humour, sauf très, très rare exception. Si je veux dire, rappelez-vous, dites-moi une blague des années 70 d'Yvon Deschamps, on va, oui, alors qu'on parle du top du top. Mais, sentez-moi une chanson d'harmonium,
Tout le monde en connaît une. Oui, il y a quelque chose qui reste un peu plus. Voilà, c'est ça. Donc, les deux sont utiles. Ben, je ne parle pas de mes affaires, là, mais de façon générale, les deux sont utiles tant d'un point de vue ponctuel que d'un point de vue intemporel, mais l'intemporel est quand même sympathique au final, je pense. Super. Super. Mais parlons de plutôt temporel. Radio ou Denis Lévesque? Ah, boy. Je sais que ça va surprendre du monde, mais j'ai entendu parler une couple de fois, mais Lévesque, c'est vraiment devenu un très, très bon chum. Depuis, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ça ensemble. En fait, je fais son show, là, c'est pas le mien. Puis il y en a, tu sais, pendant longtemps, il faisait des trucs plus sensationnalistes, tout le monde riait de ça, puis c'était bien correct, mais moi, j'ai toujours pensé, le monde est où, là? Il y a 400 000 personnes qui disent, OK, on va y aller. Puis j'ai pas de snobisme par rapport à rien. Puis Denis, c'est ça, les gens ne le savent pas, mais c'est le gars que je connais qui a la plus grande culture générale. Vraiment, là, je ne blague pas, je ne dis pas ça. Quand je vais à sa fête, ben, j'y achète l'encyclopédie de l'histoire de la France à 120$. C'est le seul qui va la lire. Puis la semaine d'après, parce qu'il fait de l'insomnie, il fait de la lecture rapide, il va me raconter. Je suis comme, OK, je m'en fous un peu. C'était vraiment juste pour te faire plaisir. Donc, puis quand je vais chez Lévesque à TVA, moi, je ne suis pas un grand fan de Québécois de manière générale et vice-versa, mais quand je rentre là, je suis bien Bruno Genet, qui est son chef de pupitre. Il y a comme un esprit familial, on est super à l'aise. Puis la radio, ceci dit, j'aime beaucoup faire le show de Lévesque, mais j'aime pas vraiment la TV, parce que l'image, c'est déformant. Les gens regardent ta chemise, ta face, tes cheveux, t'as-tu engraissé, pas engraissé, c'est des insignifiances. Alors que la radio, c'est un médium qui est beaucoup plus percutant, à mon avis, parce que tout le flafla de la forme prend le bord. Donc, Lévesque, oui, mais d'autres émissions de télé, quand j'y vais, il y en a ici et là, souvent c'est comme, ouais, OK, je le fais, là, mais on dirait que ça me gosse un peu, là, parce que je sais que l'essentiel n'est pas sur le message, c'est beaucoup plus sur le contenant, puis ça, c'est un peu tannant. Je suis une grande fan de radio aussi. Ah oui. D'ailleurs, ces micros sont fantastiques. Ah, c'est quelque chose. Oui, j'ai comme chuchoté tantôt, puis je me sens encore mal, parce que ça sonne tellement intense. Avant-dernière question. Le prochain directeur général du Canadien sera? Moi, je pense que c'est Daniel Brière. Oh! Okay. Ouais, parce que il y a une bonne connexion avec Jeff Gorton. Puis c'est un petit brillant, là, Brière. C'est sûr que le vrai DG, au final, c'est Gorton. On ne se cachera pas, là. Oui. Fait que, ceux qui pensent que c'est Patrick Roy, vous rêvez en couleur. Là, jamais Gorton va vouloir avoir. Ça se peut juste pas. Mais il y aurait Mathieu Darche qui serait un bon candidat. Parce que vous savez que, anecdote encore une fois, le DG de Tampa Bay, Julien Brisebois, c'est un étudiant de la fac, mon année. Un gars bien sympathique. Puis, moi, je suis pas. Sérieusement, j'ai bien des défauts, là, mais dans la vie, je suis pas un gars jaloux. J'aime pas la jalousie. Je sais pas trop c'est quoi la jalousie. J'aime pas le sentiment d'être. Bref, tout c'est une perte de temps. Mais lui, je pense que je suis un peu jaloux. Parce que on a fait notre bac ensemble. Bon, je connaissais, on n'était pas dans la même section, on se connaissait dans les parties, c'était pas un ami, mais le gars est rentré à la course au stage en même temps que moi. Moi, je suis rentré chez Stikeman. Lui, il est rentré chez Enon Blakey. J'aurais pu rentrer chez Enon Blakey, qui n'existe plus maintenant. T'es allé chez Stike. Or, Brisebois qui débarque là, puis t'es un maniaque de sport, comme je l'étais à l'époque. Je pense que je le suis encore. Puis il se met à travailler avec Marcel Aubu. Bon, ça, c'est le désagrément de l'affaire, mais Aubu étant Aubu, qui avait des contacts avec le Canadien, fait travailler Brisebois sur certains contrats que le Canadien faisait valider. Paf, puis là, c'était Bob Gainey qui était là dans le temps. Ah, ben, tu sais, Brisebois, OK, ouais, il est cool. Fait que là, bon, je commence à faire rentrer. Puis non, ça nous coûte cher. Ça, il y a notre Blakey. Ben, embarque Brisebois comme conseiller au directeur général adjoint, pouf, il se ramasse, directeur général adjoint de Steve Yzerman, le troisième, tu sais, je veux dire. Ah oui. Le gars, il travaille avec Stevie Y, là, puis pouf, il gagne 2 coupes. Je dis pas que j'aurais été capable de faire ça, évidemment, mais juste, mettons que c'est moi qui va chez Enon Blakey, puis le gros but m'aille pas. En tout cas, bref, ça donne rien de penser à ça, mais tout ça pour dire que c'est le genre d'affaire, tu sais, quand tu dis que tu as un destin dans la vie, c'est le destin de Julien, puis il a travaillé fort, puis il l'a pas volé, puis je lève mon chapeau. On aurait pu savoir Julien Brisebois. Oui, mais c'est ça. Je veux pas dire, on a une invité surprise ce soir. Oui, c'est ça. Puis moi, je fais 5 millions par année avec 2 bacs. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est la dernière question, qui est un peu notre question chouchou pour le comité des ordres de la faculté. C'est la question qu'on aime appeler la question cerise sur le sundae. Oh, la question qui termine nos podcasts. Alors, si vous étiez un dessert, lequel seriez-vous et pourquoi? Ça, c'est le genre de question.
On a demandé ça dans toutes nos entrevues pour Si j'étais prendre les un membres. dessert, donc Donc, un dessert. J'ai tellement goûté des niaiseries. ça se peut, c'est correct aussi. J'ai fait une roue de tracteur. C'est correct? Une roue de tracteur. OK. Vendu! Hein? Pourquoi? Pour la raison que vous voudrez. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on a eue. C'est parfait. J'ai jamais mangé ça, une roue de tracteur. Moi non plus, c'est Non, dégueulasse, je suis sûr, ouais, mais c'est pas grave. La première fois qu'il m'est venu à l'esprit, une roue de tracteur, ça avance, puis c'est tout. C'est comme ça. C'est pas un dessert, mais... C'est pas un dessert, une roue de tracteur? Mais qu'est-ce que l'art, hein? Qu'est-ce que Ah ouais, ben, Qu'est-ce c'est que ça, c'est un vous dessert? méprisiez votre impro en secondaire 2. Moi, vous pouvez mépriser ma roue de tracteur tant que vous voulez, mais je continue de penser que la roue de tracteur, c'est un dessert. C'est parfait. Mais merci beaucoup. Ah, Mme d'avoir Gagnon été est dans là. le consensus au final. Dans le consensus après la confrontation. C'est Ben, merveilleux. j'aime ça, cette réponse-là. Moi, c'est Ouais. original. Tout le monde part dans les affaires. Acheter une crème brûlée parce que c'est dur sur le dessus. Puis là, tu rentres dedans, puis c'est mou. Mais non, c'est mais assumé. je suis même pas rendu là. Tracteur. C'est ça. J'ai Quand tout ça. shooter, ça fait mal à la mâchoire. Ça avance, en tout cas, j'essaye. Super. Ben, Ou merci ça beaucoup. avance pas ou ça reste pogné, je sais pas. Merci beaucoup pour votre présence au podcast ce soir. Ça a été super, des super belles discussions. Là. Je sais pas, Aurélie, qu'est-ce que t'en penses? Là? Définitivement. Mais là, je c'est suis là, elle parti. peut pas dire que c'était nul encore. Ben, Ben, elle pourrait. Dans la liberté d'expression, elle pourrait. c'est ça, elle est très Effectivement. choquée, là. Finir ça en confrontation. C'était vraiment nul. Non, j'ai eu du fun, bravo. Puis continuez à faire ce que vous faites là. Je pense que c'est. Je vous cacherai pas que j'avais pas un temps fou devant moi, mais ça me fait plaisir de participer à ce genre de truc-là, mais notamment ce genre de sujet-là où je pense que si les juristes abandonnent la liberté d'expression, ben là, on va être encore plus mal pris qu'on l'est. Ceci dit, peut-être qu'une manière, en tout cas, on ne reviendra pas sur le sujet, mais il y a peut-être une manière d'exercer une liberté d'expression très libre, très, très large, mais de manière intelligente aussi. Ça, c'est peut-être un autre débat pour une autre fois. Sur ces belles paroles, merci beaucoup pour Salut. votre écoute. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour à tous, bonjour LP, Bonjour Véro, comment ça va? ça va très bien toi? Ben oui, ça va très bien. Surtout qu'on vous présente aujourd'hui le deuxième podcast en fait de notre saison numéro 2. Donc ça a été très intéressant. On a reçu aujourd'hui. On a reçu Alexis Préfontaine, aussi surnommé Euphoria, son nom d'artiste. On a parlé aujourd'hui de plein de choses super intéressantes. On a eu une très bonne